Commander son café, son thé et son jus d'orange en langue des signes, cela était possible ce lundi au Conseil général. Et pour cause, l'Assemblée départementale votait un engagement pour les 5 prochaines années sur le handicap avec comme principe fondamental l'inclusion. C'est une notion qui est vraiment très importante dans nos compétences de solidarité parce que bien sûr, elle s'adresse aux citoyens en situation de handicap, mais elle peut bien évidemment se décliner vers toutes les populations qui peuvent d'une manière ou d'une autre être discriminées. Et c'est vraiment je dirais presque une philosophie en fait, de travailler sur cette question de l'inclusion sociale. Proposer des offres sportives spécialisées, permettre l'accès à la culture, mettre en place un enseignement adapté, autant de mesures pour inclure au mieux les personnes en situation de handicap. Le département veut également faciliter l'accès à l'information pour les personnes et leurs familles. Au niveau de la maison départementale pour les personnes en situation de handicap, on s'est engagé pour cette année 2017 à favoriser la dématérialisation de tous les dossiers qui sont utilisés par les services pour les modifications des personnes qui sont en attente de réponses à leurs besoins. Et par ailleurs, nous sommes dans la réponse accompagnée pour tous, qui est un engagement fort. Toute la semaine, dans les locaux du Conseil général, de nombreux ateliers de sensibilisation au handicap sont proposés. Une bonne façon de découvrir un quotidien souvent méconnu. Pour rappel, la Loire-Atlantique compte plus de 85 000 personnes en situation de handicap sur son territoire, soit 6% de sa population. C'était il y a 3 ans. Des associations du département se rassemblaient à Nantes alors que la loi sur l'accessibilité votée en 2005 peinait à s'imposer. Un combat encore loin d'être terminé. On a encore un delta très important de places non satisfaites, de reste à charge pour les personnes qui veulent par exemple vivre à domicile. La solidarité départementale n'est encore pas tout à fait au point. Il y a encore trop d'élèves qui ne sont soit pas scolarisés, soit scolarisés à temps partiel. Il faut des moyens supplémentaires, il faut de l'accueil de qualité. Il y a des lieux où ça se passe très bien, il y a d'autres lieux où effectivement on a plutôt l'impression que c'est de la garderie plutôt que de l'apprentissage de savoir. Si le taux de chômage chez les personnes handicapées reste 2 fois supérieur au chiffre national, l'accueil dans les entreprises est en bonne voie. La moitié des employeurs régionaux atteignent aujourd'hui le quota des 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Une des difficultés reste, ce sont les représentations. Et les représentations, nous les avons tous. Quand on demande à un employeur pourquoi il n'arrive pas à recruter une personne handicapée, sa première réponse c'est « mon entreprise n'est pas accessible ». Ok, mais toutes les personnes handicapées n'ont pas besoin d'accessibilité particulière. Il y a encore toutes ces représentations, il faut aller au-delà. Et d'ailleurs, les employeurs qui ont déjà fait l'expérience de l'embauche d'une personne handicapée renouvellent cette expérience, tout simplement. Ces associations promettent déjà d'être très attentives à ce que les nouvelles annonces du département en matière d'inclusion ne restent pas lettre morte. Transparence, le mot est revenu plusieurs fois dans le discours de Johanna Rolland. À mi-mandat, la maire de Nantes publie sur Internet l'état d'avancement de ses engagements. Aujourd'hui, 44% des actions sont totalement réalisées, 50% sont engagées. Pour moi, c'est absolument déterminant. D'abord parce que c'est des choses utiles et concrètes pour les Nantais. 250 places de crèche déjà réalisées, c'est utile et concret. 1990 places dans les parkings relais, c'est utile et concret. Mais aussi parce que c'est la démonstration qu'à Nantes, une parole donnée et une parole tenue. Dans un contexte forcément marqué par les prochaines élections présidentielles et législatives, la majorité municipale a également cherché à montrer l'image d'une gauche désormais unie. Si on devait mettre une note, qu'est-ce qu'on mettrait? Alors on a dit pour le début de mandat plutôt 9 sur 20, parce qu'effectivement c'était compliqué, mais d'un côté comme de l'autre, et moi j'ai toujours été très claire là-dessus, et aujourd'hui mi-mandat, oui, on atteint les 15 sur 20. À voir pour la suite. Est-ce que justement on arrive à amplifier ce travail, à montrer la dynamique possible? Et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est quand même la première fois qu'il y a eu des pics de pollution à Nantes au niveau de la qualité de l'air. Et je crois qu'on voit bien tout l'enjeu et les attentes très fortes de la part aussi des habitants. Donc il faut qu'on continue sur cette dynamique. Une dynamique que l'opposition municipale se donne le temps de juger dans les prochains jours. Des poubelles qui débordent, une image qui n'a pas pu échapper aux habitants de l'agglomération. Mais alors, les éboueurs sont-ils en grève? Non. D'après les syndicats, c'est une conséquence de leur nouveau rythme de travail. On n'arrive pas à finir les secteurs, tout simplement.
Ils partent au travail, mais ils ramassent seulement les bacs, un bac par un bac, ils ne courent plus. Donc forcément, ça allonge le temps de travail. Ces nouvelles consignes préconisées par l'inspection du travail ralentiraient donc les tournées. En tout cas, elles provoquent un mouvement d'humeur chez les éboueurs, dixit la CGT. Nantes Métropole travaillait depuis 2012 sur ces propositions. Pour sa vice-présidente, Michel Gressus, il en va de la santé des conducteurs et des rippers. Ne pas faire de marche arrière. Ne pas faire du bilatéral. Alors là, le jargon, c'est tout simplement traverser la rue pour aller chercher le bac sur le trottoir d'en face, puisqu'il y a une dangerosité évidente. Autre mesure annoncée, sans doute la plus importante, la fin du fini-parti au 1er octobre prochain. Et sur ce point, c'est le consensus. Le fini-parti met en danger et peut potentiellement mettre en danger la santé des agents qui le pratiquent. Nous sommes l'une des dernières villes du Grand Ouest à décider de mettre fin au fini-parti. Donc il était grand temps là maintenant d'en prendre la mesure. Le fini-parti, nous on a bien acté que c'était terminé, que la direction voulait faire une réorganisation dans ce sens. Mais un autre sujet inquiète les syndicats, la réorganisation des effectifs à la rentrée prochaine. Et cette fois, ils seront en grève. Un préavis a été déposé pour lundi prochain, le 27 mars. L'accord LR-UDI annonçait Presse Océan hier matin. Enfin, pourrait-on rajouter, après des mois de discussion, la Fédération Les Républicains a donc annoncé les candidats retenus dans les 10 circonscriptions du département. Le conseiller municipal nantais Julien Bainvel, le conseiller régional de Sens Commun Sébastien Pilard, la conseillère municipale nantaise Rosen Hamel, la conseillère régionale Isabelle Méran, l'ancien maire de Saint-Marc-du-Désert Frédéric Mindron, le maire de Châteaubriand Alain Huneau, également vice-président du conseil régional, tout comme Franck Louvrier, la conseillère municipale nazérienne Florence Beuvelet, la conseillère régionale Claire Hugues, qui n'est autre que la fille de l'ancien député maire de Pornic Philippe Bouennec, et enfin Jérôme Guillot, l'adjoint au maire de Vertou. 10 candidats officiellement investis par la droite et le centre, mais en réalité seulement 2 personnes soutenues par l'UDI. Certains candidats ont en effet payé leur soutien à Emmanuel Macron, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Alain Huneau pourrait donc trouver sur sa route le maire d'Anzeny, Jean-Michel Tauby, même scénario pour Sébastien Pilard et Patrice Bolo, Julien Bainvel et Hervé Grélard, ainsi que Claire Hugues et le maire de Saint-Brévin, Yannick Horry. Moins de 3 mois avant le premier tour des législatives, cet accord ressemble davantage à un aveu de division à droite. Là où les partis ont échoué, ce sont bien les électeurs qui devront trancher, et ce, dès le 11 juin. Didn't have elections and now it represents freedom. Droit de vote, liberté de créer, liberté d'aimer qui l'on veut. Dans cet atelier, les idées se confrontent en français ou en anglais. Ce mercredi au lycée international Nelson Mandela se déroulait un temps d'échange entre jeunes Européens sur l'égalité et l'accès aux droits. L'objectif de cette rencontre, c'est aussi de se dire que parler de citoyenneté, c'est bien, mais c'est aussi extrêmement important de la pratiquer, donc d'aller à la rencontre de l'autre. C'était une première étape d'amener ces jeunes Européens avec nous. Dans les échanges, dans les inégalités, ils sont quand même d'accord sur pas mal de choses. Même si, bien sûr, par exemple, pour le Royaume-Uni, on échange beaucoup sur la question du Brexit, sur l'euroscepticisme. L'accès à l'éducation, le droit d'apprendre surtout, quoi. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on m'avait déjà parlé de cette formation citoyenne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Enfin, je pense qu'après, on a eu le bon thème sur la liberté d'expression et tout ce qui est liberté de la conscience et de la religion et tout. Donc, ça permet d'échanger avec d'autres personnes. Et c'est très, très intéressant, je trouve. C'est sympa, je trouve, de rencontrer des gens d'autres pays d'Europe et de discuter avec eux, c'est cool. Et on voit quand même qu'on a à peu près tous la même idée sur les sujets, en fait. Même si on a des repères différents, en général, on est quand même un peu sur le même axe. Suite et fin de cette école de la citoyenneté, ce jeudi, ces jeunes Européens se rendront au conseil départemental, soumettre leurs idées et en débattre avec les élus locaux. Il est venu épauler les grévistes de la centrale et à la tribune, Philippe Martinez martèle son credo. Défendre, mais non seulement défendre, reconquérir et développer l'industrie. Cette entreprise devrait être au service de la population comme c'était le cas à sa création. Donc voilà, c'est là où c'est un symbole. Et il y a beaucoup en ce moment de symboles en France, de salariés qui luttent pour non seulement préserver l'emploi, mais pour le développer et puis maintenir des sites industriels.
Après des semaines de mobilisation, le déplacement du secrétaire général de la CGT est un moment important pour les militants locaux. Pour nous qui sommes quand même un bastion CGT assez fort, c'est un soutien. C'est un soutien vraiment assez important. C'est vrai que c'est très galvanisant pour nos camarades qui sont en lutte de voir que le national du coup vient les soutenir, c'est toujours très réconfortant. Selon la CGT, la Loire-Atlantique a perdu 1000 emplois industriels par an entre 2008 et 2013. Et face à la fermeture programmée des 2 tranches fioul de la centrale de Cordemais en 2018, la CGT se dit déterminée à stopper l'hémorragie. On arrivera à tenir jusqu'au bout et à arriver à nos revendications, c'est-à-dire un projet industriel, une reconnaissance à la hauteur de nos efforts. On est dans une bataille forte pour la défense de l'industrie, la reconquête industrielle, puisqu'on sait que l'industrie a perdu beaucoup d'emplois ces dernières années, notamment en Loire-Atlantique. En attendant la reprise des négociations, les grévistes planchent sur un projet industriel d'avenir pour la centrale de Cordemais. Il sera dévoilé dans quelques jours à la direction de la centrale et aux acteurs politiques locaux. Un plan destiné à préserver les 700 emplois directs et indirects du site. Bonjour la Loire-Atlantique, on a dépassé les 5000 aujourd'hui. Donc maintenant je compte sur vous, dans les 15 jours c'est 10 000. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Et 15 jours après cette vidéo postée sur Facebook, on n'a pas encore les 10 000, mais le mouvement En Marche compte 5400 adhérents en Loire-Atlantique. Certains avaient fait le déplacement ce jeudi soir à Nantes pour un rassemblement. Parmi eux, Audrey, qui anime l'un des 26 comités En Marche du département. Et c'est la personnalité Macron qui l'a persuadé de s'engager. Ça a été une vraie conviction lorsqu'il a ouvert le mouvement En Marche en avril 2016, où j'étais tout simplement sur mon canapé avec mon époux et j'ai vraiment été convaincue par ses motivations et les valeurs qu'il portait dans ce mouvement. Les militants et les sympathisants étaient présents, mais également des élus du département qui soutiennent Emmanuel Macron. Le maire d'Ancenis a parrainé le candidat En Marche. Et même si cette initiative lui a coûté son investiture pour les législatives sous l'étiquette UDI, il ne regrette rien. Et je n'étais pas convaincu, notamment sur ces derniers temps, par les allers-retours de l'UDI. Un coup je soutiens Fillon, un coup je soutiens peu. Finalement je reviens, sans doute par opportunisme. Et moi c'était vraiment un choix de conviction et je ne regrette pas. Voilà. Un autre soutien important dans le département, celui du député écologiste François de Rugy. L'ex-candidat à la primaire de la gauche a préféré rallier Macron plutôt que de soutenir Benoît Hamon. Il est crédible en France. Il est crédible à l'étranger, il est reconnu à l'étranger, notamment en Europe, comme un interlocuteur crédible, et puis il rassemble. Lors de ce rassemblement, c'est Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, qui représentait Emmanuel Macron. Pour le moment, aucun meeting avec le candidat n'est prévu en Loire-Atlantique.